quand tu veux faire un move dans quelque chose, il faut essayer de voir un peu quels sont les points qui te bloquent et puis les analyser et voir si c'est vraiment bloquant ou pas. Enfin, il s'avère que moi, au final, je me suis rendu compte que ni l'un ni l'autre n'était vraiment bloquant. Voilà, je me retrouve, je me sens vraiment heureuse et je veux plus que ça change, etc. Et du coup, je suis rentrée et j'ai démissionné le lundi, quoi. J'ai le même sentiment à chaque fois. Bon, moins de stress parce que tu sais quand même un peu plus comment roder, mais je veux dire, c'est toujours le même truc de ah là là, dans quoi je me suis foutue, ça se trouve ça va être nul, personne va venir, ou j'en sais rien. Et à chaque fois, c'est systématique, tu repars toujours, mais tellement boosté. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle femme de caractère. Depuis enfant, Margot sait qu'elle sera avocate. Elle passe donc le barreau. On pourrait croire que son chemin allait être tout tracé. Mais non, alors qu'elle n'était pas encore diplômée, Margot lance pour ses amis un club, le Curiosity Club. L'idée est simple, éveiller leur curiosité. Le club prend de plus en plus d'ampleur. Elle décide, en 2008, de se lancer sans filet. Petite parenthèse, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je ferme la parenthèse pour vous souhaiter la bienvenue dans l'univers de Margot Hammer. Bonjour Margot. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Ça commence fort. Ouais. J'ai apporté un masque birman parce que en fait c'est un peu le seul objet c'est un peu le seul objet auquel je tiens. Je dirais si je devais déménager demain, ce serait peut-être une des seules choses parce que c'est un souvenir de voyage et je trouvais que c'était une question difficile, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que moi je suis pas très objet. Enfin c'est vrai que j'ai pas dans mon sac à main. Hier on réfléchissait justement avec mon mec, qu'est-ce que ça pourrait être et tout ça. J'ai rien dans mon sac à main à part mes clés, mon portable, voilà. Et voilà, donc c'est un masque que j'ai acheté à Yangon sur un marché et avec ma sœur et ma cousine, et c'est assez rigolo parce que c'était au tout début du voyage. C'est un masque d'une tribu cannibale et donc il y a des dents, mais des dents de buffle partout, et il est assez beau. Enfin du coup on pourra mettre la photo. Ouais, et en fait ce qui est drôle c'est qu'on l'a acheté le premier jour du voyage et puis après on est parti en trek pendant 5 jours et il pesait 5 kilos et du coup on avait tout fait pour prendre un sac léger et au final je me suis retrouvée à porter ce truc et je l'ai regretté. Je l'ai pas regretté en rentrant, mais je l'ai maudit tous les jours du trek. Et c'était quand ça du coup ? C'était en 2010, je pense, 2010. C'est vrai que c'est un vrai sujet de se dire, je dois déménager. Voilà, justement, t'as vu, moi, je suis en plein carton. Et je me suis dit, bon, ok, il y a des trucs, est-ce que je garde pas ? Et se dire, en fait, je pense qu'aussi dans le confinement, on s'est posé beaucoup la question de ceux qui étaient partis en dehors de chez eux, de qu'est-ce qui te manque vraiment, en fait. C'est... Complètement. Et c'est vrai que... je pense que moi il y a pas grand chose auquel je tiens et même tu vois on se disait souvent s'il y a un cambriolage en vrai il y a rien à prendre. Il y a pas grand chose, mais ça c'est peut-être le truc où voilà, et c'est un peu en plus du coup c'est un peu devenu une blague avec mes amis, ma famille, etc. sur ce masque. Alors voilà, je pensais à ça. Ouais. Où est-ce que tu es née ? Je suis née à Maison Lafitte dans le 78, mais en soi ça, je pense que c'est juste parce que ma maman était là à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. Ouais. Parce que t'as grandi à Toulouse ? J'ai grandi à Toulouse. J'ai toujours grandi à Toulouse et ma famille vient de Lille à l'origine. Donc tous mes cousins, mes grands-parents, enfin tout le monde est à Lille, mais on a bougé pour le boulot de mon père quand moi j'avais 1 an je pense, et donc j'ai toujours vécu à Toulouse jusqu'à ce que j'y vive plus pour mes études, mais voilà. Ils faisaient quoi, enfin, ou ils font peut-être toujours quoi, tes parents, comme métier ? Ma maman, elle a été acheteuse au printemps. Après, elle a arrêté de travailler pendant assez longtemps. Puis après, elle a repris dans une boutique de déco. Ouais. Et là, elle a arrêté de travailler. Et mon papa, il gérait un groupe, un groupe médical, enfin, qui fait du matériel médical. Il a toujours été là-dedans et à plusieurs postes différents. Et maintenant, il est toujours d'ailleurs. Ouais. Et t'étais quoi comme type de petite fille ? J'ai jamais pensé à ça. Je pense que j'étais
j'avais tout le temps des idées, j'avais beaucoup d'énergie. Je pense que ça devait pas être forcément facile à canaliser pour mes parents. J'avais toujours envie de plein de trucs, d'avoir un chien, d'avoir un cheval, d'avoir machin. Donc c'était toujours le cheval, c'est pas très... le chien, c'est plutôt jouable. Le cheval, un peu moins. C'est plus compliqué. Ouais. Surtout que je le voulais dans notre jardin, un petit jardin dans la banlieue de Toulouse. Et le chien, on a quand même bataillé avec ma sœur pendant longtemps. On a réussi à l'avoir à la fin, au bout de quasiment 10 ans de bataille cumulée. Et au final, les parents se sont retrouvés à gérer le chien tout seuls parce que vous êtes partis, quoi. Exactement. Et en plus, on en a repris un juste avant de partir vraiment de la maison, donc il est encore là. Et voilà. Et beaucoup de tout le temps de vouloir un peu créer des projets à l'école, des pièces de théâtre, des machins, des collectes de fonds, de vêtements, de machins. Donc c'était assez rigolo. Et après j'étais assez sportive, je faisais pas mal de sport. C'était quoi tes sports de prédilection? Je faisais du basket, de la natation, de la danse. Comme ta belle-sœur, le basket. Exactement. Et mais alors pas du tout au même niveau. Hein. Moi je te parle. J'étais plutôt assise sur le banc, j'attendais qu'on me demande de venir sur le terrain et on me demandait jamais. Hein. Donc c'était plutôt ça. Et après j'ai fait beaucoup d'équitation pendant 15 ans et voilà, de la danse, mais j'étais aussi nulle, j'étais toujours au dernier rang. Et ça, tu le vivais comment? Le fait d'être nulle? Ouais. Ça m'a toujours fait plus rire que enfin, je pense pas que ça m'ait beaucoup complexé. Je savais que j'étais vraiment j'allais à la danse, je savais pas danser, je sais toujours pas danser, j'étais pas souple, j'étais machin, j'étais toujours au dernier rang. Je pense que parfois non, en vrai ça m'a jamais vraiment rendu triste. Je pense juste que je savais que voilà, j'étais pas bonne et voilà, c'était pas grave. Ouais. Non, c'était pas grave. Et quand t'étais petite fille, tu te disais quand je serai grande, je ferai quoi? Avocate. Je me disais j'ai toujours voulu faire ça, donc je me suis jamais posé de questions je me suis jamais posé de questions au moment où on doit faire des choix. J'ai toujours su que je voulais faire ça, donc c'est finalement un certain confort parce que c'est vrai que je pense du coup comme je me les suis pas posées, je peux pas m'en rendre compte, mais je pense que c'est assez compliqué tous ces moments où il faut savoir ce qu'on veut faire, etc. Bon bah moi je savais que j'irais à la fac de droit. T'avais des avocats ou des avocates dans ton entourage? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la seule personne qui ait fait du droit dans ma famille, c'est mon grand-père qui était magistrat en Nouvelle-Calédonie. Mais j'en ai jamais parlé avec lui. Il est décédé assez tôt, enfin quand j'étais vraiment plus petite. Donc j'en ai jamais vraiment discuté avec lui et tout ça. Et après du côté de ma grand-mère, son père, elle était avocat. Mais bon, je l'ai jamais connu. Mais du coup, mes parents disaient toujours que ça venait de là. Et peut-être que c'est vrai, mais je sais pas. Je pense que c'était plutôt aussi quand tu me disais quel genre de petite fille j'étais un peu tout le temps révoltée contre le transport des porcs avant d'aller à l'abattoir, contre les inégalités hommes-femmes, j'étais souvent même des injustices plus banales, je dirais, du quotidien. Donc ça m'a révolté souvent. Et peut-être que du coup, j'avais l'impression qu'en faisant ce métier, je pourrais avoir un impact là-dessus, je pense. Ouais. Et du coup, t'as commencé tes études en Angleterre? Non, j'ai commencé à Toulouse. J'ai fait 2 ans à la fac de droit de Toulouse. Et puis après, je suis partie en Erasmus en Écosse pendant 1 an. Et après, j'ai continué mon master au Canada. Okay. Et je suis revenue en master 2 à Paris. Et tu t'es spécialisée, parce que je crois qu'on se spécialise forcément quand on est avocat. Tu t'es spécialisée en quoi? Bah, tu te spécialises au fur et à mesure, donc tu commences par choisir droit privé, droit public. Moi, j'ai pris droit privé. Et puis après, j'ai choisi droit des affaires. Et puis après, je me suis respécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Donc surtout, moi, je faisais beaucoup de IT, donc contrat informatique, data, données, etc. Okay. Et IP, donc c'est brevet, marque, droit d'auteur. Et comment ça s'est passé du coup? Donc t'as suivi tes études, tout se passait. Enfin, j'imagine que c'était pas simple parce que le barreau, c'est quand même, tout le monde dit qu'il y a quand même beaucoup de boulot derrière. Bah moi, j'ai eu de la chance, ça s'est toujours bien passé. Enfin, ça roulait quoi. Je passais mes années tout ça, mais moi j'ai adoré la fac parce que le côté indépendant où en fait t'arrives dans un amphi où tu t'assois, tu vis ta vie, tu t'en vas. Enfin, il y avait pas de. Parfois, j'enviais quand même mes amis qui sont en école de commerce, tout ça pour un peu l'ambiance, mais moi, je crois que ça aurait pas vraiment été mon truc. Ouais. Et du coup, en fait, la fac, on travaillait quand même gros coup de bourre juste avant les partiels, et puis après, tu gères un peu comme tu voulais. Donc il y avait du boulot, mais c'était pas insurmontable. J'ai quand même fait 2 années à l'étranger au final, et c'était quand même.
un peu plus simple, on va dire. Donc voilà. Pourquoi plus simple? Parce qu'en général, on dit le fait de partir dans un pays avec une autre langue et tout, c'est potentiellement plus compliqué. En fait, c'est vrai que je trouvais que, enfin, déjà, c'est les méthodes de travail qui sont complètement différentes, donc on bossait pas du tout de la même façon. C'était pas ce truc de partiel et coup de bourse, c'était plus des projets à rendre et tout ça. Après, dans mes souvenirs, à chaque semestre en droit en France, t'as 6 matières, je crois, ou un peu plus. C'est vraiment très dense tout ce qu'il faut apprendre. Il y a beaucoup de par cœur. Enfin, franchement, je trouvais que je sais pas une question de niveau, mais que le niveau d'exigence, en tout cas, était plus important. En Écosse, on avait peut-être 3 matières par semestre, donc ça avait rien à voir en termes de quantité de travail. Ouais, et puis peut-être plus pragmatique, moins, comme tu dis, du par cœur et tout, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et il y a un voyage qui t'a un peu changé ta vie, c'est d'aller à Chicago en stage. Ah oui, ouais, exactement. Exactement, parce qu'en fait, après du coup, ces 5 ans de droit, tu passes l'examen pour rentrer à l'école d'avocat. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis après ça, quand tu rentres, t'as 1 an et demi et tu dois partir, enfin tu dois pas partir, mais on te propose de partir 6 mois dans un cabinet d'avocat à l'étranger. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'est là où je suis partie à Chicago. Et ouais, ça a un peu changé ma vie parce que c'est là où j'ai pensé monter le projet qui aujourd'hui occupe mes journées. Et donc du coup, je suis partie 6 mois là-bas, et c'était incroyable. Je m'en suis toujours pas remise. Ouais, Chicago, c'est vraiment une ville chouette. On en avait parlé avec Nathalie Edlinger qui est dans le parcours en chemin, donc on la suit tous les 3 mois, et elle disait qu'en effet, elle a eu l'occasion d'aller bosser à Chicago, et ouais, que c'était génial. Enfin, c'est vraiment une ville. Moi, je voulais. Je connaissais pas du tout Chicago, et au début, je voulais aller à New York, machin, tout ça. Évidemment, j'ai pas trouvé. Et puis en fait, je trouvais que ça allait assez bien, parce que quand je suis partie en Écosse, je voulais aller à Édimbourg. Non, je voulais aller à Londres. On m'a envoyé à Dundee, qui est la ville la plus, je pense, enfin, je veux pas dire pourrie parce que c'est pas sympa, et moi j'ai adoré en plus, mais c'est vraiment la ville la plus paumée d'Écosse. Après, je voulais aller à New York ou à Montréal. On m'a envoyé à Sherbrooke au Canada, qui est aussi une ville, enfin c'est vraiment une ville universitaire, mais qui est pas, enfin qui est pas. C'est pas Montréal, quoi. Ouais. Donc j'ai fini par me dire que j'irai jamais dans les endroits huppés. Mais finalement, Chicago, ouais, c'est une ville de dingue, parce que t'as le lac Michigan qui fait toute la côte de la ville. Donc t'as des plages, donc l'été après le boulot tu vas te baigner. Il y a plein de trucs culturels à faire. Et puis moi j'adore ces modes de vie où t'as quand même le centre, et puis après les gens vivent vraiment dans des maisons avec un petit jardin, ou pas forcément, mais enfin c'est beaucoup moins bétonné, en tout cas je trouve que. Ouais. Donc ouais, c'est une chouette ville. Et du coup, là, tu rentres du Canada. À quel moment a né ton idée alors, on en parlera justement, parce qu'avant ça s'appelait le French Curiosity Club. Ouais. Et maintenant ça s'appelle le Curiosity Club. Exactement. À partir de quand elle est née cette idée? En fait, elle est née quand j'étais là-bas. Je me souviens, il y avait une semaine de conférence qui s'appelait la Chicago Ideas Week, et donc c'est assez cool parce qu'ils investissent plein de lieux de Chicago. Je pense que ça doit être un truc qui existe dans d'autres villes. Et il y a plein de conférences, d'ateliers, de machins, etc. Et moi, j'adorais y aller. Et de manière générale, ça faisait quelques mois que j'étais là-bas, et je trouvais que j'avais un état d'esprit qui était vraiment que je me retrouvais en tout cas la façon dont j'aime me sentir, et c'est-à-dire en jouer pour n'importe quoi, avoir l'impression que tout est possible, que la vie est géniale, enfin voilà, je suis genre vraiment un truc. Et donc voilà, et du coup je me suis dit, c'est aussi le fait de, enfin c'est surtout le fait de toutes ces rencontres que j'ai fait ici, de tous ces récits. Les Américains sont quand même très forts pour le storytelling, et voilà, faire un peu rêver, et moi ça j'adore, donc voilà, et donc je me suis dit bientôt je vais rentrer en France, parce que je devais rentrer pour faire mon autre stage, et je me suis dit j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc il y avait un peu ça, et donc ce soir-là de la Chicago Ideas Week, quand je suis sortie et que je rentrais chez moi dans la rue, je me suis dit voilà, je vais faire ça, je vais monter ce projet, et je l'appellerai le French Curiosity Club. Je sais pas pourquoi, je crois que parce que le slogan de la Chicago Ideas Week c'était a World of Curiosity, et donc je me suis dit j'aime bien ce mot, la curiosité, c'est vraiment ce que j'ai envie c'est ce que j'aime ici, parce que ici je prends le temps de rencontrer des gens, je prends le temps d'aller à des expos, je prends le temps de m'ouvrir un peu. Ouais.
Et donc voilà, c'est là où c'est né. Puis après, quand je suis rentrée en France en janvier 2015, c'est là où j'ai commencé à lancer le projet, quoi. Donc là, du coup, tu t'es rentrée en France et tu t'es dit, allez, j'ai envie de. Mais c'était un espèce de side project en fait. Bah, moi, j'avais pas encore du coup terminé l'école d'avocat, donc j'étais pas encore avocate. Et donc c'était vraiment un side project. Et l'idée, c'était vraiment d'inviter. À la base, c'était vraiment mes amis. Je voulais inviter mes amis à venir raconter leur parcours. Et en fait, ça s'est un peu dessiné où je me suis dit que j'allais inviter que des femmes parce que on pourra en reparler, mais c'était aussi aux États-Unis que j'ai eu un peu un élan d'admiration, vraiment d'admiration pour les femmes en général. Donc, je me suis dit que je voulais faire un projet dédié aux femmes. Il y avait le côté inspiration et un peu raconter son parcours. Donc, je m'étais dit, tout le monde a quelque chose à raconter. En fait, c'est aussi un peu une question de la façon dont tu le racontes. Tu vois, il y a des gens qui racontent des histoires, il y en a un qui sait pas le raconter, d'autres qui sait mieux le raconter. Et forcément, d'ailleurs, c'est pas grave, mais je voulais faire du coup parler des gens qui savent bien raconter les histoires. Et puis, en même temps aussi donner la possibilité, donc à mes amis à la base, d'apprendre à raconter les histoires aussi. Donc c'était aussi le but de s'entraîner. Et puis, donc je voulais faire parler que celles qui aimaient vraiment ce qu'elles faisaient, puisque bon, le but c'est pas de sortir déprimé, quoi. Et puis le dernier truc, c'était aussi d'apprendre des choses. Je voulais pas aux États-Unis, j'adorais le côté TED, etc. Mais je trouvais qu'il y avait aussi parfois un peu de bullshit et qu'on n'apprenait pas grand-chose et que ça tournait un peu en rond. Donc moi, j'avais demandé à celles qui venaient parler de raconter leur métier concrètement, avec des données, avec vraiment qu'on sorte en sachant plus de choses. Et en gros, du coup, j'allais dire pour la faire courte, mais je fais des très grandes phrases. Voilà, du coup, j'ai invité une de mes meilleures copines qui est œnologue, qui est toujours œnologue, parce que je me suis dit bon bah ça va plaire, c'est un métier un peu à la mode, machin. Qu'on connaît tous mais sans connaître. Exactement. En fait. Voilà. Et je trouvais aussi qu'il y avait ce côté, par exemple, quand on doit choisir une bouteille de vin pour aller dîner chez des amis, on sait pas vraiment laquelle prendre. Et voilà. Et donc du coup, je lui ai dit bah tu viens, on va faire ça dans mon appart. Le but c'est que tu parles 1 heure toute seule. Donc faut que tu t'entraînes, faut que ton truc, on va le bosser ensemble, faut qu'il y ait un fil rouge, etc. Comme elle était passionnée par ce qu'elle faisait, etc. Elle rentrait d'Argentine en plus à ce moment-là, donc elle avait plein d'images dans la tête et tout. Et donc je dis voilà, faut que tu nous fasses rêver, faut que tu nous racontes ce qui te passionne chez toi. Pourquoi est-ce que c'est important de faire quelque chose on n'a qu'une vie, donc faut vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Donc faut que tu nous racontes ça et faut que tu nous apprennes aussi des choses sur ton métier, la culture du vin, la façon de le faire, machin. Et l'idée c'était tu parles en plutôt 40 minutes toute seule. Donc fais-nous un one woman show et puis après on te posera des questions. Donc elle m'a dit ok, je suis trop chaude, trop bien, ça va m'entraîner. Elle était à fond. Et du coup j'ai invité, je me suis dit je vais inviter des copines et puis des copines de copines. Et vous étiez combien du coup pour le premier? Alors au début moi j'habitais dans un appart petit, donc le but c'était d'être 12. Et en fait un concours de circonstances, je sais pas 10 jours avant, je suis sortie dans un bar et je racontais ça, je sais plus à mes potes avec qui je prenais un verre. Et puis il me disait c'est cool machin, bref. Et puis il y a une femme qui est venue et qui m'a dit voilà, j'ai entendu votre histoire que vous racontiez à vos amis. Moi je trouve que c'est hyper nécessaire ce genre de projet pour les femmes et puis de manière générale. Et j'ai cru comprendre que vous le faisiez chez vous, que c'était petit. Moi, si vous voulez, j'ai une cave à vin privée dans Paris, machin. Truc de fou. Hein. Elle est à mon mari, il est au bar, allez le convaincre, etc. Et du coup, j'y suis allée. Et puis bon, on s'est bien entendu. Le lendemain, je les ai rappelés et ils m'ont dit OK, banco, etc. Il s'avère qu'en plus, elle m'a donné sa carte. C'était la directrice internationale marketing de quartier. C'était assez rigolo. Et du coup, elles nous ont laissé leur lieu qui est absolument splendide dans Paris. Et du coup, beaucoup plus grand. Donc, j'ai pu inviter 35 personnes, je pense à peu près. Il y a 35 femmes qui étaient là au premier. C'est génial. Ouais, c'est fou parce que tu vois, dans toutes les interviews que je fais, à chaque fois, il y a des alignements des planètes où tu te rends compte la personne au bon moment. Mais en même temps, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui disent mais non, mais si je parle de mon idée, ça va être copié, machin et tout. Mais si t'en parles pas, il se passe pas ce genre de choses en fait. Oui, puis non, mais en soi, en plus, bon, j'imagine que quand t'as un procédé technique, un truc, bon, oui, il vaut mieux pas en parler, c'est pas la meilleure idée que de le divulguer, mais bon, enfin, moi, il y avait pas non plus, c'était pas non plus révolutionnaire, et puis de toute façon, enfin, moi, c'était vraiment pour
pour me faire kiffer à côté de mon boulot. À ce moment-là, il y avait absolument pas de. Ouais, à ce moment-là, t'avais aucune idée. Enfin, tu faisais ça juste pour comme tu dis, pour le kiff, quoi. Ouais. Vraiment, comme voilà, exactement. Et donc du coup, à partir de quand, enfin, t'as commencé à en faire un et comment ça s'est passé? Ouais, exactement. On a fait cette première soirée. C'était le 21 février 2015. T'avais des appréhensions? Ah oui, mais vraiment, mais comme à chaque fois que je fais un truc ou tu sais quand t'as une mauvaise date, enfin qu'il faut y aller, mais que tu te dis mais pourquoi je me suis, j'ai aucune envie d'y aller finalement, j'ai aucune envie de faire ce truc, etc. Le premier jour, je me souviens, il y a ma sœur qui est venue, vraiment, je disais mais oh là là, je pourrais être en train de prendre un petit verre avec des amis. Dans quoi je me suis foutue. Et voilà, c'est marrant, tu dis ça. C'est Mathieu Torder, qui est le plus jeune explorateur français, qui, son premier voyage, il avait 18, 19 ans, c'est comme ça. Il est parti faire le tour de l'Europe. Il dit, mais qu'est-ce que je fous là dans la banlieue hongroise? Alors, tous mes potes sont en vacances en Bretagne. Je suis tout seul sur mon vélo. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Ouais, puis j'avoue que lui, c'est un autre niveau. Donc, ça doit être... Ouais, mais non, en fait, chaque truc, parce que finalement, chaque chose, tu te fais violence au début, quoi. Exactement. Non, c'est vraiment ce côté-là de, quand t'es dans l'organisation au début, c'est rigolo et tout ça, puis c'est vraiment le moment où tu stresses et forcément, c'est comme quand tu prends des risques, tu te dis un peu, j'aurais été bien mieux dans mon lit à regarder ma série, enfin. Et ce qui est drôle, c'est que jusqu'à, là, avec le confinement, notre dernier événement, il était en février, je crois, à Paris. Et jusqu'à ça va faire c'était le 35e qu'on organisait, j'ai le même sentiment à chaque fois, moins de stress parce que tu sais quand même un peu plus comment roder, mais je veux dire c'est toujours le même truc de ah là là, dans quoi je me suis foutu, ça se trouve ça va être nul, personne va venir, j'en sais rien, et à chaque fois tu repars avec c'est systématique, tu repars toujours mais tellement boosté, tellement moi je sais qu'à chaque fois qu'on a un événement ou qu'on fait un truc, un projet qui nous tient à cœur dans le cadre du Curiosity Club, mais je dors pas de la nuit, enfin vraiment je ne peux pas dormir, je me remémore tous les moments, donc ouais, il y avait quand même beaucoup d'appréhension. Ouais. Au premier. Et donc là t'as fait les premiers, c'était à quelle fréquence? En fait tout de suite on est passé à un par mois. Je pense que dès le départ je m'étais dit que j'en ferais un par mois. Mais ça devait être beaucoup moins de travail parce que ça devait être chez moi à la base vraiment. Et en fait après le premier, donc il s'avère qu'en plus ma copine œnologue, elle parle très bien et tout ça. Et donc et puis aussi à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi beaucoup moins de conférences un peu. Alors maintenant à Paris, il y en a beaucoup, mais ou alors il y en avait mais je les connaissais pas. Mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il y en avait un peu moins. Et du coup, je pense que c'était un peu une bouffée d'air frais, etc. Donc les filles qui étaient là m'ont toutes dit quand est-ce qu'on refait le prochain, on a trop envie, machin. Et du coup, il s'avère que le mois d'après, il y en avait un. Là, c'était avec Morgane Lostis qui a monté la boîte Pop My Day, qui est une boîte de beauté à domicile, de service de beauté à domicile. Et elle, pour le coup, je la connaissais pas du tout. Donc, en fait, à la base, je devais inviter mes amis. Et puis en fait, je les ai plus jamais invitées. C'est pas très sympa. Alors qu'en plus, elles ont plein de trucs à raconter. Mais du coup, je suis allée. À ce moment-là, je me suis dit tiens, je voudrais une femme entrepreneur. Bon, c'était un peu le truc à la mode. Et puis justement après, je me suis dit. Donc tu l'as contactée comme ça, entre guillemets au culot, et puis. J'ai tapé sur Google les femmes entrepreneurs en France, je sais pas quoi. Et il y avait genre une liste des 10, tu sais, le Elle fait ça ou d'autres trucs. Et du coup, je suis tombée dessus, j'ai trouvé qu'elle avait l'air sympa, et puis je l'ai appelée, elle m'a dit mais j'adore l'idée, enfin super sympa. Ok, je le fais, tout ça. Donc elle avait trop bien préparé son truc. Et puis après, justement, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de rester sur l'entrepreneuriat parce que, même si souvent celles qui viennent, il y a toujours une forme d'entrepreneuriat parce que ce soit une carrière de chanteuse, une carrière de danseuse. C'est ce qu'on disait avec Sophie Astrabi, c'est qu'elle disait être romancière, écrire un livre, c'est une forme d'entreprise. Oui, en fait. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Enfin, c'est ce qui te fait vivre, et puis c'est ton projet, quoi. Donc non, exactement. Donc, mais alors en tout cas, je voulais pas des entrepreneurs dans la tech, etc. Je crois que c'était quand même le sujet dont beaucoup de monde parle, et c'est intéressant, mais moi c'est pas ce qui m'intéressait en fait. Donc là, il y avait vraiment ce prisme de la curiosité et d'aller chercher. Ça s'est développé aussi au fil du temps, mais les profils les plus surprenants, une dresseuse de félin, une actrice porno. J'étais venue pour voir une religieuse. Voilà, une religieuse, etc. Donc l'idée c'était aussi et ça c'est toujours ce qu'on porte aujourd'hui pour les femmes de notre communauté qui nous suivent, c'est de se dire il y a pas de débat, la curiosité c'est être curieuse ou être curieux, c'est primordial, ça vraiment ça t'ouvre des portes, ça permet de rencontrer des gens, de découvrir des univers, ça te permet de te faire rêver parce que tu vas arriver dans des univers que tu connais pas, qui vont t'emporter, de trouver des nouvelles voies, ça va te permettre d'être innovant parce que tu vas pouvoir faire des parallèles pour ton propre métier. Ouais.
Ça te permet vraiment de te distinguer, je pense, et voilà, de rendre ta vie meilleure. Mais j'en suis à 100% convaincue. Sauf que tout le monde n'est pas forcément curieux ou curieuse, déjà par nature parfois, ou parce que c'est pas toujours évident. Et puis tout le monde n'a pas dans son entourage des gens si divers parfois. Donc nous, notre mission, c'est de dire, suivez-nous. Nous, notre job, c'est de trouver la bonne personne, celle qui saura vraiment vous transmettre ça, et d'en trouver plein de différentes. Mais suivez-nous, et on va vous apporter ces rencontres-là que vous n'alliez pas forcément faire sur un plateau d'argent, quoi, en gros. Ouais. Donc, et à partir de quand tu t'es dit, ça devient c'est plus qu'un side project? En fait, du coup, après donc ce stage en cabinet d'avocat, j'ai trouvé un job en cabinet d'avocat. Donc j'ai fait ça pendant. Donc ton premier, je sais pas, on sait pas les CDI en avant quand on est avocat. Oui, t'as des avocats salariés, mais très peu. Sinon, c'est une profession qui s'exerce plutôt de façon libérale. Et du coup, on appelle ça une collaboration. Ouais. Donc voilà. Et du coup, j'ai commencé mon premier job à ce moment-là. Donc j'ai continué à côté. J'ai eu de la chance parce qu'on me laissait quand même la liberté de. Tu leur avais dit du coup en commençant que tu avais ce projet. Ouais, je l'avais dit pendant mon entretien et je pense que c'est quelque chose qui leur avait plu, je pense. Et puis après, c'est sûr qu'il faut jongler. En cabinet d'avocat, t'as quand même des horaires assez conséquentes. Et il s'avère qu'il fallait aussi que je puisse gérer ça, etc. Mais ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas eu de. Ouais. Je faisais ça en rentrant le week-end. Et c'est d'ailleurs, tu vois, c'est ce que disait Camille, qui a gagné le meilleur pâtissier, qui était consultante chez Accenture, enfin, qu'il est toujours, et qui me disait en fait, quand elle a postulé chez Accenture, elle a expliqué que voilà, elle avait sa passion de la pâtisserie et que c'était vraiment un truc qui était pas négociable en fait pour elle. Et ça a été un plus en fait. Et souvent, je pense que les gens ont un peu peur de dire qu'ils ont une passion, un side project et tout, mais en fait, au final, ça fait vraiment des choses en plus et ça montre une face de la personnalité des gens qui est un vrai plus, et là où on a tendance à cacher, en fait, il faut vraiment l'assumer, en fait. C'est sûr que je pense que notamment dans des processus de recrutement, ça peut te permettre de distinguer quand il y a des profils qui sont peut-être plus similaires, etc. Après, il faut arriver à assumer de porter son projet au sein d'une entreprise, et c'est vrai que parfois ça peut compter plus que ton job, enfin dans ton cœur, je veux dire, en tout cas. Donc ça peut être dérangeant pour ton boss ou pas. Enfin, ça dépend. Je veux dire, il y a pas de. Et puis pour toi, il faut arriver à honorer tes engagements par rapport à surfer entre les deux, quoi. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai toujours trouvé, tu vois, que ça a été un énorme plus. Bon, aujourd'hui, je travaille plus du tout en cabinet d'avocat, mais quand je le faisais et que je faisais les deux, je trouvais qu'il y avait le côté peut-être plus cérébral du métier d'avocat. Et puis, du coup, ça me permettait d'équilibrer avec le côté plus humain, de terrain, de rencontre, d'opérationnel, de vraiment de l'événementiel, les mains dans le cambouis, de créativité aussi. Bon, même si dans le métier d'avocat, tu dois parfois faire preuve de créativité, mais là, honnêtement, tu pouvais plus laisser aller à tes délires, etc. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était un super équilibre. Et je pense que d'ailleurs, quel que soit le métier que tu exerces, c'est bien d'avoir un projet à côté. Et nous, on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui, on a ouvert des clubs dans pas mal de villes. Ouais. On marche un peu comme une franchise, mais la plupart des femmes qui portent ce projet dans les autres villes, elles ont un job à côté. Et c'est un bon moyen. C'est dans quelle autre ville, du coup? Alors aujourd'hui, on a des clubs dans 10 villes. Ouais. On est en France, on est à Lille, Paris, Toulouse, Rennes, Marseille, Lyon. Ça fait 6. Et après, on est à Milan, Bruxelles, Londres et Mumbai en Inde. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne façon d'avoir, comme certaines personnes ont un engagement humanitaire, ou je sais pas, il y a plein de. Ça c'est canon. Ouais. Donc quand est-ce que tu t'es dit OK, j'arrête d'être avocat, qui était quand même ton rêve de Titi? Ouais. En fait, je pense que par rapport à mon rêve petite, moi, ce que j'imaginais, c'était défendre des gens, etc. Enfin, moi, je faisais pas du tout ça. Je travaillais sur des contrats, des entreprises, de la négo. Enfin, et c'était super intéressant. Et j'aimais vraiment ce que je faisais. Mais c'était pas du tout l'image de l'avocate que j'avais. Et parfois, je me dis, ça se trouve, j'aimerais bien plus tard. Enfin, je sais pas de quoi ma vie sera faite, mais essayer de. Donc, c'est plutôt du pénal, ça. Et c'est pourquoi pas un jour essayer de reprendre mais bon, enfin, faudra encore qu'on veuille bien m'embaucher à ce moment-là, après ne pas avoir exercé pendant des années. Mais je garde en tête ça. Je pense qu'au moment où j'ai dû faire un peu ma voix, ce que tu me demandais, ce que j'avais fait, enfin, donc du droit des affaires, j'étais pas. En fait, je me suis rendu compte de la difficulté de ce métier, de l'emprise émotionnelle que ça a sur ta vie, etc. Moi, j'étais trop sensible pour pouvoir faire ça.
Et du coup, pardon, pour revenir à la question, à partir de quand j'ai voulu, du coup, j'ai fait 2 ans. Et en fait, le déclic, c'était à la fois que le projet grandissait, donc le Curiosity Club grandissait, et ça me prenait de plus en plus de temps. Donc honnêtement, j'étais vraiment, à la fin, j'étais sur les rotules, j'étais crevée, parce que voilà. On a pas mal de marques et d'entreprises qui commençaient à venir nous voir. Il y a pas mal de gens qui nous disaient, mais il faut en faire quelque chose. Ça a du succès, ça marche bien, etc. Donc c'est vrai là, tu gérais toute seule à l'époque ou t'as des copines qui t'aidaient? Non, c'était pas forcément des copines, enfin ça en est devenu, mais depuis le quasiment le jour 1, l'équipe s'est étoffée au fur et à mesure, mais j'ai quasiment jamais été toute seule. Et donc c'était des gens que t'avais recrutés ou comment ça se passait? En fait, au début, ça a commencé par une amie qui était avec moi à Chicago, enfin qui était ma coloc, et donc je l'avais dit, elle est les photographes. Elle est repartie vivre là-bas parce qu'elle s'est mariée avec un Américain elle l'a rencontré quand on y était, puis elle s'est mariée après avec lui. Et du coup, au début, elle m'a dit, mais moi, je t'accompagne, je ferai les photos, machin, etc. Donc, c'était la première personne à rentrer dans le projet. Elle m'a présenté une de ses copines qui est graphiste, Clémence, avec qui on a travaillé ensemble pendant 5 ans. Et là, elle est partie tout récemment du projet pour d'autres horizons. Et puis après, on a eu besoin d'une autre personne pour gérer la com. Donc là, on a une autre fille qui nous a rejoint, etc., etc. Et financièrement, du coup, comment tu faisais? Parce que à partir de quand t'as fait payer l'entrée? Toujours le premier événement, on a fait payer, c'était 30 €, je crois, le premier. Et en fait, moi je me suis toujours dit, déjà faut faire payer parce que sinon les gens viennent pas. Enfin, les gens viennent pas, les gens s'inscrivent puis viennent pas forcément. Et en fait, quand tu payes, tu viens. Donc voilà. Ensuite, je trouvais qu'il y avait un travail derrière qui devait, moi je considère pas, quand je vais à des événements gratuits, quand il y a des grosses marques derrière, etc., il y a un intérêt, mais je trouve que souvent les gens se rendent pas compte du travail qui est fourni derrière, et c'est un peu frustrant parfois, je trouve. Donc moi ça me paraissait normal. Et puis surtout la raison, c'était que quand tu viens à nos événements, c'est toujours le cas, tu manges, tu bois, c'est vraiment une soirée un peu complète, et donc tout simplement fallait payer ça, et j'allais pas le payer de ma poche. donc voilà. Et puis nous pendant 3 ans, je pense que ça a duré 3 ans. C'était vraiment un side project bénévole. On était une association. Ok. Et on s'impliquait tous. Donc t'avais déposé statut d'une asso. Exactement, ouais. On avait déposé une marque, statut d'une asso. Ouais. Et voilà. Donc c'était vraiment comme ça. Donc l'équipe, elle s'est étoffée. Aujourd'hui, on est 6. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une entreprise. On a toutes des parts dans la société. D'accord. On est 6, ce que nous on appelle le groupe. Ça fait un peu prétentieux vu la taille de notre entreprise, mais on va dire la partie entité qui n'est reliée à aucune ville et qui s'occupe de toutes les villes, on va dire. Ouais. Et après, en tout, on est 54, avec du coup toutes les filles de toutes les villes. D'accord. Et elle, du coup, il y a donc les 6, vous êtes salariés, toi non, parce que c'était. Non, on n'est pas salariés. On gère, en fait, on a des parts dans la société, et on se rémunère quand on peut en fonction de voilà. Enfin, on fait en fonction de notre chiffre. D'accord. Plutôt. Et voilà. Et donc quand t'as décidé, tu t'es dit ok, j'arrête d'être avocate. Est-ce qu'il y a eu un moment où, enfin, tu disais en effet que ça commençait à tirailler et tout. Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit c'est vraiment plus possible? En fait, et donc il y avait un peu ce mélange de j'en ai envie, je sais que j'en ai envie, je me sentais plus forcément bien là où j'étais à ce moment-là, mais en fait j'avais plein de petits blocages, de trucs ça prend un peu de temps, tu vois. Je me disais déjà le salaire, je me disais parce que t'as pas le droit au chômage du coup quand t'es t'as pas le droit au chômage. J'avais pas spécialement d'économie puisque je suis pas spécialement économe. Et puis bon, c'est vrai qu'en cabinet d'avocat c'est plutôt des salaires qui sont cool. Ouais. Donc faut accepter voilà. Donc il fallait un peu détricoter tout ça, et puis en fait je me rendais compte, tu vois, en faisant mes comptes et mes calculs et tout, je me disais en fait c'est pas non plus enfin je veux dire c'est jouable. Je pense en plus que dans ces cas-là, il faut limite partir avant de gagner vraiment beaucoup d'argent, où là t'es vraiment plus bloqué. Ouais. Moi je n'étais pas là, donc je pouvais enfin tu vois, je savais que je pourrais retrouver un salaire comme celui-là un jour. Et puis donc il y avait ça, il y avait le côté ça c'est un peu bête, mais je le partage, peut-être que ça pourra aider certaines personnes, mais moi j'avais un peu un côté statut, tu vois. C'était surtout aux États-Unis, où enfin quand j'étais aux États-Unis, vraiment là pour le coup tu dis que t'es avocate, ça a toute une autre dimension chez eux, et vraiment les gens te regardent. En France moins, mais il y a toujours un peu quand même voilà, un peu. Et du coup en soi c'est complètement con, mais je me souviens d'en avoir parlé avec des amis, et je leur avais dit mais voilà, moi c'est vrai que enfin tu vois, ça bloque un peu. Comment ils m'avaient dit non mais nous on s'en fout complètement, enfin tu vois, genre c'est pas comme ça qu'on te voit, et je pense que personne te voit comme ça, et ça n'impressionne personne en fait.
fait. Je dis ah ok. Ok, bon dans ce cas-là. Donc en fait c'était un peu ces deux trucs à détricoter. Mais je pense que c'est les deux trucs les plus importants. Enfin clairement, tu vois, moi l'été dernier, donc j'étais VP marketing, donc vice-president of marketing, et quand je me suis dit que je voulais plus faire ça et que je savais pas ce que je voulais faire, mais j'ai mis 8 mois avant d'actualiser mon profil LinkedIn. J'assumais pas quoi. Enfin pour toi t'avais un projet, mais en effet te dire bah ouais t'es passé d'un truc en mode t'es hyper successful dans ton truc à un autre truc qui n'a rien à voir. Le regard des gens il est il faut arriver à je pense qu'il faut en tout cas je pense que quand tu veux faire un move dans quelque chose il faut essayer de voir un peu quels sont les points qui te bloquent et puis les analyser et voir si c'est vraiment bloquant ou pas. Enfin il s'avère que moi au final je me suis rendu compte que ni l'un ni l'autre n'était vraiment bloquant. Et en fait je suis partie à Chicago, donc toujours cette fameuse ville, une semaine en octobre 2018 je crois, et parce que justement pour le mariage de ma copine Sophie qui était la première à avoir rejoint le projet, et donc elle était repartie entre deux et voilà, donc elle s'est mariée, et en fait là-bas j'ai vécu une semaine incroyable. Enfin c'était vraiment j'ai retrouvé tout ce qui m'avait donné envie de créer le Curiosity Club et tout ce dans quoi tu vois, cette énergie, cette joie de vivre, cet optimisme, tout ça. Enfin, c'est des choses où quand ça se passe, tu te sens bien, quoi. T'es content c'est des bons moods. Et j'ai vraiment retrouvé ça et je me suis dit, putain, là, je me retrouve, je me sens vraiment heureuse et, je veux plus que ça change, etc. Et du coup, je suis rentrée et j'ai démissionné le lundi, quoi. Et comment ils ont réagi, du coup, ton entourage, tes parents? J'ai quand même appelé mes parents avant, surtout, tu vois, je me suis dit, il est peut-être potentiel que j'ai besoin de revivre chez eux, etc. Donc, je vais quand même les prévenir. Et en vrai, ils m'ont dit, vas-y, fonce, quoi. En vrai, j'ai pas le souvenir, après, c'était pas non plus vas-y, fais n'importe quoi, etc. Mais ils m'ont dit, bon, ça a l'air d'être quand même un peu réfléchi. De toute façon, on voit bien que t'es plus très heureuse, etc. Donc, ils m'ont carrément même soutenu. Donc, voilà, et je me souviens d'un texto de mon papa quand j'ai démissionné, je lui ai écrit ça y est, c'est fait et tout, qui m'avait écrit, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps parce que j'avais fait une capture d'écran et je sais pas pourquoi il est réapparu sur mon ordi, et en me disant ça le plus important dans la vie c'est de suivre ses envies, ses projets, je suis tellement fière de toi. Enfin, c'était génial. J'avais de la chance de qu'on me mette pas trop des bâtons dans les roues. Ouais. Sachant que ton frère est entrepreneur, donc tes parents étaient pas du tout entrepreneurs, mais ton frère est entrepreneur, et ta sœur? Ma sœur, elle travaille pour une boîte londonienne qui s'appelle Collart, qui fait des produits d'art. Et en fait, c'est assez chouette parce elle bosse pour cette boîte, mais elle vit. Alors là, elle vient de déménager près de Saint-Étienne, mais elle travaille à distance en fait. D'accord. Donc, elle a aussi une forme de, enfin c'est pas de l'entrepreneuriat, mais elle a une forme de d'autonomie. Ouais. C'est vrai que quand je vois nos vies aujourd'hui à tous les trois, on peut vraiment gérer nos emplois du temps. Ça, c'est autre chose. C'est forcément lié à une forme d'entrepreneuriat ou de freelance ou d'avoir du temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, il y avait un truc en cabinet d'avocat aussi, mais enfin pas forcément lié à ça, mais au fait d'être salarié, qui me révoltait parce que je me disais mais c'est dingue de devoir enfin je sais pas, je trouvais que c'était vraiment un manque de liberté. J'avais vraiment l'impression je me disais mais c'est dingue de devoir se conformer à des horaires. Tu vois, quand tu veux partir en week-end, faut prendre le billet qui coûte le plus cher alors que c'est trop con parce que je pourrais partir le matin, bosser dans un café dans la ville dans laquelle je vais. Ça changerait un peu mon quotidien, etc. Et c'était pas forcément possible. Je pense qu'aujourd'hui, ça va peut-être commencer enfin, je le souhaite pour tout le monde, et c'est vraiment, en fait, ça me révoltait. Je me disais vraiment, mais je ne suis pas libre, en fait. Et je pense que nous trois, on a cette forme de liberté qui est assez chouette. Et du coup, comment tu fais donc avec les gens aujourd'hui dans ton équipe? Chacun est libre. Ah oui, alors là pour le coup, chacun gère vraiment sa vie comme elle veut. Donc on n'est que des filles pour l'instant. On se dit qu'un jour il faudra qu'on recrute un homme. Et en fait aujourd'hui pour revenir, parce que du coup en 2018 donc je démissionne, etc. Et donc je démissionne, donc j'ai ce projet qui me prend tout mon cœur et mon esprit, mais je me dis pas forcément. Je veux dire, j'ai pas démissionné en sachant que j'allais en faire mon métier. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, etc. Et puis je savais que c'était ce que j'avais envie de faire, donc j'ai commencé à en parler avec pas mal de monde pour voir s'ils voyaient un potentiel dans le projet. Là, c'est assez dur parce que tu passes des coups de fil, il y a des gens qui te disent mais alors pas du tout. Et c'est que c'était pas les bons, quoi. Ouais, ou après c'est leur point de vue, et puis enfin. Non mais pas les bons dans le sens vous étiez pas alignés, et puis c'est pas grave, quoi. Oui, non, voilà. Mais c'est vrai que ça tient un peu à te dire bon, j'aurais pas dû l'appeler alors.
Mais voilà, et puis et finalement en fait je me suis dit bon ça sert à rien, faut que j'aille au bout de ce projet parce que si je reprends un job ça va me prendre tout mon esprit, je vais me dire que je me suis dit bon bah voilà fais-le et puis si jamais ça marche pas tu feras enfin voilà tu reprendras un autre job plus tard quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis un peu lancée, enfin qu'on s'est lancé parce que on était déjà je pense 5 à ce moment-là dans le projet. Et les autres ont continué à bosser, elles, en parallèle? Elles ont toutes continué à bosser à ce moment-là. Là, aujourd'hui, du coup, nous, on travaille sur 3 angles. On a la partie club. Ouais. Donc, on a nos 10 clubs, où on a des femmes dans chacune de ces villes où on est qui viennent. Donc, ça crée des communautés locales et quand on les assemble, on va dire que ça fait la grande communauté du Curiosity Club. Et donc, pour ces femmes-là, on fait des événements tous les mois. On a plusieurs formats. Le principal, c'est le rendez-vous de curiosité, où elles viennent écouter le parcours d'une femme, donc ce que je racontais, ce qui était le projet de départ. Et donc dans toutes ces villes, c'est géré par une équipe locale, donc qui sont des femmes qui la plupart du temps ont un job à côté. Ok. Et qui font ça en équipe, etc. Donc c'est une bonne façon de, tu vois, par exemple. Là, on est en train d'ouvrir à Nice. C'est une fille qui était parisienne, qui a bougé à Nice et qui connaissait le projet et qui s'est dit, bah, voilà, moi, j'ai envie d'avoir un side project. Ça me permettra de rencontrer des femmes à Nice. C'est comme si t'allais faire du sport le mercredi, quoi. Donc ça marche comme ça. Et donc, on fait pas mal de choses aussi en commun. Parfois, on essaye d'avoir des événements qu'on reproduit dans toutes les villes pour créer du lien, etc. Donc ça, c'est vraiment. Donc, t'as des invités qui font toutes les villes ou pas? C'est déjà arrivé. On en a aucune qui a fait toutes les villes, mais c'est déjà arrivé qu'il y en ait le truc plaît tellement qu'on fait passer la fille dans plusieurs villes. Ouais. Donc, ça, et sachant que les personnes qui viennent parler, elles sont pas rémunérées? Non, alors on rémunère jamais dans la partie club. L'idée c'est vraiment, en fait, on fait payer nos événements. Ça va entre 25 et 30 euros. Ça dépend des villes, ça dépend des formats, etc. Et les filles qui viennent, donc elles ont toujours un nouveau lieu. Donc le principe c'est que c'est toujours dans des lieux différents. Ah, donc un petit challenge en termes d'organisation. Ouais, gros challenge. Ouais. On essaie de trouver des lieux en rapport avec le sujet. Donc on avait reçu la scénariste du Bureau des légendes, on l'a reçu à la FEMIS, donc l'école de cinéma à Paris. On a reçu une navigatrice, on l'a fait sur un bateau. Une chef, on l'a fait dans une cuisine. Donc voilà, c'est toujours un peu vraiment d'avoir un peu un concept d'événement. Et puis après il y a toujours donc une femme qui vient parler et un écosystème de partenaires. Donc on essaie de mettre en avant des femmes. L'objectif c'est quand même de donner de la visibilité aux femmes dans tout ce qu'on fait. Et donc on met en avant des petites marques pas très grandes de vêtements, de nourriture, de boissons, de n'importe quoi. Et elles viennent exposer en fait sur l'événement. Ça leur permet de faire connaître leur marque à une communauté qui est assez ciblée. Ouais. Et qui sera potentiellement intéressée. Et puis aux filles qui viennent, ben déjà si elles viennent toutes seules, ça leur permet de s'occuper un peu, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent tout seuls? De plus en plus, oui. Ouais. En vrai, il y a beaucoup de. Je suis toujours admirative parce que c'est vrai que c'est toujours un challenge d'aller à un événement seul. Mais il y en a. Enfin, surtout un événement perso, parce que autant événement pro, tu sais pourquoi t'y vas. Enfin, t'y vas pour réseauter, voilà. Mais là, non, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que il y a une très bonne ambiance dans les événements. On essaie vraiment, nous, on est vraiment garante de cette ambiance conviviale, etc. Et donc, je pense que il y a pas trop de crainte à avoir. Là-dessus. Et donc t'as cet écosystème de partenaires et après t'as à manger et à boire. On essaie de faire travailler que des marques locales faites par des femmes, donc des traiteurs femmes. On travaille beaucoup avec le Refugee Food Festival à Paris. Donc c'est des femmes réfugiées qui viennent faire découvrir la cuisine de leur pays. Donc t'as un peu tout ça et donc du coup forcément ça a un coût. Et donc ça c'est le. Et les marques qui viennent elles payent aussi, ouais. Les petites marques, on a des forfaits qui dépendent en fonction des villes. Ouais. Et l'idée c'est qu'elles ont comme un peu dans un salon, elles ont un stand. Et puis après il y a un encart dans la newsletter sur elles, des posts sur les réseaux sociaux. Enfin bref, c'est tout un package. Donc, et il y a combien de personnes à peu près aux événements? Alors, je dirais qu'en moyenne, entre 80 et 100, ça dépend des villes, ça dépend des formats, ça dépend des lieux qu'on trouve aussi. Le max qu'on ait fait, c'est 250, je pense. Et puis, après, on a des petits formats à 15, on aime bien. Voilà, donc ça change. Et comment vous envisagez les choses, là, du coup, avec les événements actuels? Parce que du coup, les événements physiques, c'est un peu compliqué. Ouais. Et du coup, on a fait des e-talks. Ouais. Donc, on a fait ça pendant tout le confinement. On a continué là, le dernier la semaine prochaine. Et donc voilà. Et on reprendra les événements physiques normalement en septembre si on y est autorisé et qu'il n'y a pas de risque. Okay.
pour notre communauté. Parce que là, du coup, financièrement, pas d'événements, pas de sous. Ouais, exactement. Ouais. Bah si, c'est très compliqué. Après, on a été soutenu. Il y a quand même, on a eu les aides d'État. On a pu faire un prêt. Donc voilà, mais parce que nous, on a donc cette partie club qui est quand même pas du tout la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment, c'est très marginal, je dirais. Après, il y a la partie studio. Donc c'est là où on travaille avec les entreprises et c'est là où quand moi j'ai démissionné, on a commencé à se mettre là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, on a un studio qui est destiné aux entreprises. On a 2 types de clients, si on devait les catégoriser. Ouais. On a ceux qui sont plutôt sur des offres marketing. Ce qui les intéresse, c'est notre communauté. Mm-hmm. Donc c'est de faire vivre des expériences de marque à notre communauté, et nous on les choisit parce que il y a une plus-value, parce que notre communauté pourra vivre quelque chose de dingue qu'elle pourrait pas vivre sans le soutien de cette marque-là. Voilà. Et donc avec ces marques-là, on travaille jamais en marque blanche parce que ça nous intéresse pas et qu'on pense que notre marque à nous, c'est aussi notre plus-value. Ouais. Et donc on va organiser des événements qui vont être co-brandés. Et ces événements-là vont permettre aussi de créer des supports de com, des vidéos, des podcasts, des articles, des photos, etc. Et on va donc faire vivre des expériences, plutôt des expériences que des événements. Ouais. À nos communautés. Okay. Et donc soit ça va être destiné à plusieurs communautés, donc on a fait plusieurs fois avec des marques. Ce qui les intéresse aussi, c'est le fait qu'on ait des présences ailleurs qu'à Paris. Ouais. Et donc on va faire des événements à Toulouse, Lille, Paris, Nantes, voilà, etc. Et donc ça, c'est vraiment la plus grosse partie. Et le deuxième type de client, c'est plutôt sur des enjeux RH, marque employeur, développement des talents, et toujours à destination des femmes. Et donc là, on va aider des entreprises qui ont soit des sujets de recrutement de femmes, donc qui arrivent pas trop à recruter, qui arrivent pas trop à les fédérer, qui arrivent pas trop à les retenir, donc sur la rétention de talents. Et on va faire de l'événementiel pour eux, de la formation, du coaching, et aussi des opérations de com en interne. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est notre chiffre d'affaires. Ouais. Ça, c'est vraiment notre partie B2B. Et notre troisième activité, c'est plutôt une activité de média. On s'est récemment repositionné comme un média parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on portait un message, qu'on avait beaucoup de contenu. Donc finalement, on était un média. Et voilà, et donc aujourd'hui, il y a cette activité de médias, c'est notre plateforme, notre site, qui est le même pour tous les clubs. Et on crée du contenu, on a une newsletter qui part tous les jeudis, qui est rédigée par Sophie Estrabi, que tu as déjà reçue. Que j'ai la chance d'interviewer, ouais. Voilà, exactement. Et donc on met tous ces contenus en ligne, et l'objectif pour nous, c'est encore une fois de donner de la visibilité aux femmes. Ouais. Donc on ne met en avant que des femmes, sans forcément dire que il y a eu un plafond de verre, un machin, un truc. L'idée, c'est on parle d'elles, on parle de leur parcours. Et au moins on les met en avant puisqu'elles sont sous-représentées dans absolument toutes les sphères de la société, et aussi aux femmes qui nous lisent d'arrêter de leur parler de régime, de cellulite et de mascara. En gros, on trouvait que c'était quand même souvent les médias qui leur étaient destinés, c'était souvent ça. Et voilà, de leur parler un peu d'autre chose et puis de les inspirer à travers des parcours. Ouais. Et c'est marrant parce que tu disais, je crois que c'est sur le site, votre site internet, que en fait, quand les femmes sont avec des hommes, elles n'osent pas poser des questions, et si elles sont que entre elles vont poser des questions qu'elles n'auraient jamais osé poser. Bah, c'est quelque chose, je sais pas du tout si c'est une vérité absolue, c'est quelque chose qu'on avait constaté, et je l'avais dit en fait dans une interview, je pense en 2016, et c'est vrai que souvent on nous en reparle parce que ça a marqué. Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on fait des événements où il y a des femmes qui parlent, il y a que des femmes dans le public, c'est réservé aux femmes. Et du coup, il y a toujours beaucoup de questions. Le format, c'est la nana parle pendant 40 minutes, et ensuite, il y a des questions-réponses. Et une fois par an, on fait un événement mixte. Ouais. Donc, on invite les hommes. Et en fait, c'est-à-dire que le premier événement mixte qu'on ait fait, il y avait plus de questions. C'est-à-dire qu'on a invité 2 reporters de guerre qui sont hallucinantes, qui sont Manon Kérouï-Brunel et Véronique de Vigry, qui sont trop sympas. Et il y avait pas de questions, alors qu'il y avait tellement de questions à poser, et on comprenait pas, en fait, parce que d'habitude, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on faisait ça, il y avait plein de questions. Et elles nous ont dit après, bah ouais, en fait, on n'est pas très à l'aise, etc. On préfère, en fait, que tout entre nous, et machin. Et voilà, c'est un constat qu'on a fait. Après, on l'a dit, on l'a redit, etc. Donc, quand il y a eu d'autres événements ensuite, ça a plus du tout été le cas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'être entre femmes, c'est comme être entre hommes. Voilà, on est différents. Il y a des atmosphères qui. Ouais, il y a le regard de si je pose cette question. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses que la petite Margot de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Je pense que elle se trouverait assez alignée. Je pense qu'elle serait d'accord. Ouais. Elle serait d'accord avec tous tes choix de vie. Ouais, je pense. Et qui dit choix dit renoncement, du coup, c'est quoi les tiens? Ah, mes renoncements.
Je sais pas trop, honnêtement. J'ai pas l'impression de renoncer à quoi que ce soit aujourd'hui. Honnêtement, j'ai l'impression de renoncer à rien. Je saurais pas de quoi te dire. Non, bah c'est bien, tant mieux. Bah, c'est marrant parce qu'à cette question-là, en fait, il y a plein de personnes qui disent bah oui, j'ai fait des renoncements. Il y a aussi des personnes comme toi qui disent bah non, mais en fait, je renonce pas. En fait, je kiffe quoi. Et les gens renoncent à quoi du coup? Par exemple à la sécurité de l'emploi, à une vie de famille avec un peu plus de temps. Ouais. Bah moi j'ai pas d'enfant, donc sur la vie de famille, je sais pas et ou le temps, tu vois, typiquement Camille, la du meilleur pâtissier, elle disait bah elle renonce au temps avec ses amis, sa famille en fait. Ouais. Non, alors moi je renonce. Enfin, j'ai encore plein de moments avec mes amis, ma famille. Je pense plus à la limite quand j'avais 2 activités en même temps. Aujourd'hui, j'ai pas du tout l'impression de renoncer. Et peut-être la sécurité de l'emploi, mais franchement, c'est pas quelque chose qui. Enfin, en fait, je l'ai jamais eu vu que j'ai jamais été salariée. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui qui travaille. Ouais. En fait, je me dis bah voilà, si jamais j'en ai besoin à un moment, bah je retrouverai un job quoi. Ouais. Enfin, je trouve qu'il faut essayer de dédramatiser. Après, encore une fois, j'ai pas d'enfant, donc je pense que j'ai pas d'enjeu là-dessus. Mais, enfin voilà, moi je me dis, faut dédramatiser. Enfin, quand tu bosses, que t'es bosseuse, que t'en veux, et que t'es prête à faire un peu aussi toutes les missions. Enfin, moi je trouve qu'il y a un moment, il faut se dire, bah du job, un job, je pourrais en trouver un, même si c'est pas forcément de celui de mes rêves. Voilà, enfin, je vais pas, voilà, faut se donner les moyens, je pense. Ouais. Pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer et comment tu l'as abordée? Dans mon entreprise, tu veux dire? Ouais, dans ton entreprise, dans ta vie au sens large. Ah là, il faut que je réfléchisse, mais c'est toujours le genre de question. Tu sais, quand on te les pose, tu n'as pas de réponse. Je sais pas. Joker. Si tu veux, je vais y réfléchir. Ça marche, pas de souci. Ouais. T'as pas eu de moment où tu t'es dit c'est vraiment la galère? Si, bah c'est sûr que rien que là, pendant le confinement, on a tous nos contrats avec les entreprises sont en stand-by, on a plus de trésorerie, on en a plus beaucoup. Oui, si c'est vraiment la galère et pour la gérer, c'est essayer de parler à ses clients, de leur demander de pouvoir payer au moins une partie du travail qui a déjà été effectué, parce qu'on on travaillait sur beaucoup d'événements qui devaient avoir lieu là, surtout en mai-juin, il y a beaucoup de trucs. Et ben du coup t'as fait le travail, mais la prestation elle a pas lieu, elle est reportée, donc du coup là, bref, ça c'est compliqué. Faut essayer de. Ils ont été aidants, compréhensifs. Ouais, la plupart d'entre eux sont compréhensifs, donc on a de la chance. Mais non, la difficulté c'est ça. La difficulté, je trouve aussi, c'était de se dire. Par exemple sur le côté commercial, tu vois, moi je me disais mais non mais moi je suis pas commercial, je sais pas faire. Puis tout le monde me disait mais enfin attends, déjà t'as pas les moyens de te prendre une commerciale. Enfin vous avez pas les moyens de vous prendre une commerciale. Et puis en plus qui mieux pourrait vendre le projet que vous. Donc en fait c'est à vous de. Et ça c'est des difficultés où tu dois essayer de dire bon en fait déjà je peux le faire, j'y arrive. Et quand t'arrives à vendre tes premières prestations de service, t'es content. Et puis aussi je me souviens que le premier quand on s'est dit on se lance etc. à 2 ans, c'était un client, je citerai pas parce que c'est pas fier pour eux, mais ils nous ont dit ok on est trop chaud, c'est parti, on a bossé sur le projet etc. Ils nous ont signé le devis et puis à un moment silence radio et on n'a jamais eu de son d'image. C'est une grosse boîte, donc franchement il y en a jamais eu de retour. Enfin moi j'ai trouvé ça dingue quoi. La nana elle m'a jamais donné des nouvelles alors qu'on avait bossé sur le projet, on s'était vu plein de fois, on avait la date, nous on avait demandé à une femme de venir parler. Enfin c'était un assez gros projet, en plus il y avait pas que un talk etc. Ouais. Et ça a été une vraie difficulté parce que franchement ça met un gros coup quoi. Parce que je me souviens on l'avait fêté, on avait acheté du champagne et puis en fait rien n'a lieu derrière quoi. Donc Et vous avez du coup touché aucun rien. On a même en plus, enfin je veux dire c'était hallucinant, on n'a jamais eu de nouvelles. Enfin, j'ai eu un texto en me disant c'est en ce moment, je suis désolée, c'est compliqué à gérer etc. Mais bon enfin moi j'étais à la limite c'est pas mon problème et c'est pas le. Et non, et après on n'a plus jamais eu de nouvelles. C'est fou. Moi j'ai trouvé ça hallucinant. Ouais. Donc, finalement c'était juste la vie professionnelle. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Pardon, je buvais. De quoi je suis le plus fière aujourd'hui? Je pense qu'on a dans notre équipe on est toutes fières de notre mode de vie. Je trouve qu'il est assez je sais pas s'il est précurseur ou quoi que ce soit, mais en tout cas il est aligné avec ce qu'on. Enfin je veux dire aujourd'hui c'est vrai que je me dis mais tous les jours
mais qu'est-ce que j'aime ma vie, je suis heureuse, je suis contente de me lever, j'ai jamais de, enfin, voilà, forcément il y a des choses que j'aime pas faire dans notre métier, il y a plein de choses que j'aime pas faire, mais je m'organise pour que les mettre toutes la même journée, ou je suis fière de vivre la vie dont j'ai envie en fait, et de me sentir contrainte de rien. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te croisent, qui te diraient quand ils t'entendent dire ça, mais qui ne connaissent pas ton histoire, mais en fait, c'est que de la chance? Des gens qui diraient c'est que de la chance? Bah, moi, je dirais c'est tout sauf de la chance, parce que, enfin, c'est de la chance provoquée. Enfin, si, ce qui est sûr, c'est que j'ai de la chance de dans une famille où si j'ai plus de moyens, je peux aller dormir chez mes parents. Enfin, c'est sûr que je suis bien accompagnée. J'ai clairement toute cette chance-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, en tout cas, si ces gens-là nous parlent de notre projet, ben en fait on a tout fait quoi. On a tout fait de nous-mêmes. Il y a rien. Et pour moi, il y a aucune chance. C'est que des histoires qu'on a provoquées. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner? Moi, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est peut-être, tu vois, il y a vachement en ce moment de projets où on parle des aspects financiers, etc. Surtout, on dit que sont les femmes sur le financement, c'est pas... Ouais, bah justement, j'ai interviewé hier Hortense Aran, qui est la fondatrice de Fleurs d'ici. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Fleurs d'ici, c'est la première marque éco-responsable de fleurs. En fait, le postulat, c'est de dire qu'offrir des roses à la Saint-Valentin, ça ne fait absolument aucun sens. Et que 90% des fleurs en France sont importées. Donc avec énormément de répercussions. D'ailleurs, je te la recommande parce elle était reporter de guerre à la BBC en premier job. Après, elle a bossé dans différentes boîtes et elle a monté Fleurs d'ici, ça cartonne. Ouais, c'est une femme qui est hyper inspirante et justement, on en parlait hier. Ah d'accord, okay. Ouais. Elle, du financement? Ouais, parce qu'elle disait, en fait, ça a été hyper difficile parce qu'elles étaient deux nanas. En arrivant, bah bonjour, nous on voudrait bosser dans les fleurs. Et donc, en fait, les gens le regardaient en mode... bah ok, vous êtes mignonne quoi. Ouais. Et en fait, non, mais on n'est pas du tout mignonne, on a juste l'ambition de changer le commerce mondial en fait. Donc c'est pas juste qu'on est en train de vouloir faire un truc dans notre coin. Et elle a fait une première levée de fonds et là elle est en pleine, donc je crois qu'elle a levé 800 ou 900 000 euros. Et là, elle est en pleine le deuxième levée de fonds, mais elle disait clairement que ça avait été, d'être une femme, enfin deux femmes en plus dans l'univers des fleurs, enfin. Ouais. Je sais pas, moi c'est plus que j'aurais aimé qu'on me coach plus sur la partie financement dès le départ, quoi. D'accord. Et après, nous, je pense qu'aussi le fait que c'était un side project et qu'après on a décidé d'en faire un business, c'est pas du tout les mêmes perspectives au départ, donc tu peux pas tu peux pas tout envisager au départ, parce que si demain tu décides de faire un dîner tous les mercredis avec tes copines et puis que finalement ça prend une plus grande ampleur, tu penses pas financement au départ. Mais je pense que c'est un point à avoir en tête dès le départ. C'est marrant, ton histoire, elle me fait penser à My Little Paris, qui a commencé avec une newsletter pour ses copines. Si on pouvait avoir la même histoire. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite aussi. Ou Maud Ankawa, qui est l'épisode que je diffuse ce matin, qui est une femme exceptionnelle. Et en fait, elle a fait beaucoup de développement personnel, mais pour elle-même, en fait. Et en fait, ses copains lui ont dit, écoute, franchement, écris un bouquin parce que t'as tellement de trucs hyper intéressants à raconter. Donc, elle a écrit un roman pour ses copains. Et enfin, ses copains et son entourage, en mode, elle fait un événement, elle invite 100 personnes, elle leur offre ce livre. Et tout le monde lui a dit, mais ce livre, c'est une pépite, quoi. Donc, vous êtes ma famille, machin. Donc, mes potes et tout. Donc, et en fait, on lui a dit, non, mais vraiment, ton livre, il a vraiment un truc. Donc, elle l'a mis en auto-publication. Elle a été contactée par un éditeur et le truc, c'est un best-seller aujourd'hui, quoi. Et c'est dingue. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Maud Ankawa. Et son livre? Alors, le premier livre, il s'appelle Kilomètre Zéro, que je recommande plus que vivement. Et là, elle vient de sortir le deuxième, du coup, elle dit, bon, je l'ai écrit pour mes lecteurs. D'accord. Et elle dit, en fait, le premier, je l'ai écrit, je me suis mis complètement à nu. Et si j'avais imaginé que des millions de gens allaient lire mon livre, je pense que jamais je l'aurais écrit de cette façon-là. Et donc là, le deuxième, elle l'a sorti là juste avant le confinement et il s'appelle Respire. Le plan est toujours parfait. Et qui est vraiment canon aussi. Et en gros, là, donc elle l'a écrit pour ses lecteurs et il est déjà au box-office. Enfin, ça cartonne. Et tu te dis, à la base, il y avait aucune intention de. Ouais. C'est ouf. Ouais, je pense que peut-être aussi c'est plus facile de se lancer quand tu imagines pas forcément ce que tu veux en faire. Enfin, ça dépend des projets de toute façon, mais. Ouais, ça dépend de l'ambition. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi du coup toi tes prochains défis?
challenge? Bah, nos prochains challenges, c'est clairement de faire grossir le Curiosity Club, d'arriver à continuer à embarquer des milliers de femmes. Aujourd'hui, on a 6000 femmes qui nous suivent quotidiennement, à qui on parle quotidiennement, qui viennent à nos événements, etc. Donc d'arriver à partager cette vision que nous on a avec le maximum de femmes possible. L'aspect international aussi pour nous c'est important parce qu'on se dit la curiosité oui mais enfin si c'est juste en France ça marche pas, donc c'est pour ça que dès le départ on a voulu ouvrir des clubs à l'étranger. Et c'est vrai que d'avoir cette vision d'une femme indienne, d'une femme anglaise, d'une femme belge, du coup par exemple à Londres c'est un club français ou c'est un club anglais? Non, c'est un club anglais et justement c'est pas un club anglais, c'est un club c'est pas par exemple t'as un club qui s'appelle Friend Founders qui est qui est un club de français à l'étranger. Vous ça c'est en parler en anglais. Ouais, c'est en Italie pardon, elle parle en italien. D'accord. En Inde, on les fait parler en anglais plutôt, mais non, en fait, on a changé de nom parce qu'au départ donc c'était French Curiosity Club et on l'a changé parce que on y avait réfléchi avant mais on s'était dit le côté French, ça va être un atout, ça va attirer etc. En fait, pas du tout. Enfin, le retour terrain des filles qui sont sur place nous ont dit en fait non, le message qu'on envoie c'est pour les Français, c'est pour les expats quoi. Et nous c'est pas du tout ce qu'on voulait, donc on a enlevé le French pour qu'il n'y ait plus de doute. Donc maintenant c'est juste Curiosity Club et l'idée c'est d'avoir des femmes en Inde par exemple qui soient indiennes mais aussi des expats. Au premier événement au lancement quand on l'a lancé c'était en 2017 je crois. Moi j'y suis allée à Mumbai pour l'ouverture et il y avait 22 nationalités je crois, c'était incroyable. Et par exemple, ça, tu vois, c'est des moments de vie, mais c'est par exemple, quand tu me demandais pourquoi j'étais fière ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas si je suis fière, mais je suis tellement contente de me dire, tu vois, j'étais jamais allée en Inde avant. J'ai pu y aller parce qu'on a ouvert le projet là-bas. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré l'équipe locale, c'était dingue, j'ai rencontré des filles extraordinaires. Il y avait donc 22 nationalités, elles avaient fait un truc de dingue pour le premier événement, elles s'étaient données, il y avait tu sais, genre tu vois la marque partout et tout, elles avaient eu des relations presse mais énormes, donc il y avait vraiment dans tous les journaux, il y avait nos photos. Donc tu vois, moi je me baladais à Mumbai et puis il y avait nos photos dans un journal indien, c'était absurde. Et en mettant genre le Curiosity Club ou machin et tout, c'était incroyable. On avait des rendez-vous avec des journalistes, etc. Et la première femme qu'ils ont fait venir parler, c'était une cascadeuse de Bollywood. Et donc cette femme, elle a eu un parcours horrible. Elle s'est fait violer par son père. Elle a eu 2 enfants d'inceste comme ça, qui étaient là ce jour-là. Elle a vécu dans les bidonvilles, etc. Et puis elle s'est dit à un moment, faut que je m'en sorte. Et donc elle s'est dit, le seul truc que je sais faire, c'est faire des cascades. Enfin, je suis assez casse-cou, etc. Donc elle est devenue cascadeuse. Et puis finalement, c'est elle qui double toutes les actrices de Bollywood. Donc elle est assez connue aujourd'hui. Elle parlait pas anglais, donc on lui a offert des cours d'anglais 3 mois avant le début de l'événement, donc avec une Française qui parlait anglais, indien, etc. à Mumbai. Donc elle l'a coachée et le jour J, elle a fait son talk en anglais pendant 40 minutes. Donc c'était assez approximatif. Enfin moi qui parle pas du tout indien, j'avais du mal à tout comprendre, mais tout le monde a compris. Et tout le monde pleurait, rigolait. Il y avait ces 2 enfants qui étaient là. Enfin, c'était vraiment. C'est génial. Et puis en plus, lui avoir appris l'anglais, c'est. Oui, et puis elle était là vraiment merci de m'avoir permis, etc. Enfin, je sais pas, c'était un moment. Mais et après, on est parti dans le Rajasthan à la rencontre de femmes indiennes avec l'équipe et je sais pas, de parler avec toutes ces femmes. Enfin, c'était un voyage de dingue. Ouais. Et tu vois, je me dis rien que pour ça, juste pour cette expérience. Je pense que je mesure plus les bénéfices avec toutes ces expériences de vie en fait, tu vois. L'année dernière on s'est retrouvés à Toulon sur un navire de guerre avec Zoé qui est dans l'équipe, toutes les deux pour rencontrer une femme de la marine nationale, une commandante de bateau, et elle nous a invités à Toulon, donc on allait sur la journée là-bas et on a visité tout le bateau de guerre, on s'est assis, tu vois, c'est des trucs, elle nous a vraiment montré toutes les machines, les machins et tout, on a déjeuné à bord avec 12 commandants et donc c'est vraiment, il y a des codes, tu vois, genre tu t'assois pas tant que je sais pas, dans ces univers-là, on allait au GIGN, on a visité tout le GIGN et on a assisté aux séances de tir, tu vois, rien que ça, c'est des expériences, je me dis, mais... c'est génial. Ça donne un sens à ta vie. Ouais. Pardon, je me suis un peu emballée. Non, c'est canon, moi j'adore. Avant qu'on se quitte, à qui t'as envie de dire merci et pourquoi? Je réfléchis. Moi, j'ai envie de dire merci franchement, à notre équipe, quoi. On est 6 aujourd'hui et je trouve ça dingue de pouvoir bosser ensemble, c'est des rencontres, c'était pas des copines à la base et c'est devenu des super copines. Et merci, pour l'implication qu'elles mettent, qu'on met toutes dans le projet, d'être à fond, d'y croire. Je pense que c'est sûrement ça
le plus grand merci que j'ai envie de dire. Ouais. Il y a une question que je t'ai pas posée, mais normalement on finit par cette question, mais j'ai une question qui me traverse l'esprit. Là, du coup, tu t'es fiancée, tu vas te marier bientôt. Comment il vit ça, ton chéri, le fait que ça soit, tu sois quand même beaucoup prise. Lui, il est super chou parce qu'il me supporte à fond, il adore. Tu vois, dans les moments durs où tu te dis, franchement, c'est trop dur, tu vois, je vais repartir en entreprise, je sais pas trop quoi, même si je me dis quand même rarement ça, mais lui, il dit, mais non, mais pas du tout, tu vois. Et après, il est assez indépendant, donc, on a nos vies, et puis là, honnêtement, les derniers mois, vu que j'étais très présente, vu qu'on était confinés, il y avait pas de problème. Non, il le vit bien et je pense qu'il supporte le projet à fond. Ouais. Merci beaucoup, Margot. Merci, Charlotte, et bravo d'avoir lancé ton podcast, surtout. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Curieux de voir à quoi ressemble le fameux masque de Margot ? Vous pourrez le voir sur le blog pourquoipasmoi.co ou sur Instagram, mon petit nom étant pourquoipasmoi.co. Parce que moi aussi j'ai besoin de vacances, je vous donne rendez-vous fin août pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.